Salut tout le monde et bienvenue sur Créativité, le podcast qui parle un peu de thé mais surtout de création. Je m'appelle Karel, dans la vie je suis dessinatrice, illustratrice, autrice de romans et je travaille depuis plus de 15 ans dans le cinéma d'animation. Mais vous me connaissez peut-être sous mon nom d'artiste ou de booktubeuse, Kodaleya. Sur Créativité, je vais vous parler de création dans l'écriture et le dessin, mes domaines de cœur. Ici, je vais aborder mes coups de boost, mais aussi mes coups de mou, mes retours d'expérience, mais mes aventures, mes peurs, mes angoisses, mes réflexions et mes expériences passées, actuelles et futures. Vous pouvez d'ores et déjà retrouver ce podcast sur Instagram, sur le compte créativité.podcast, donc créativité, THE à la fin, et le tout sans accent. Mais ne vous inquiétez pas, tous les liens seront dans les notes de l'épisode. En attendant, prenez une bonne boisson chaude et bonne écoute. Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'espère que vous allez bien ma foi. Aujourd'hui dans cet épisode nous allons aborder toute la phase de relecture et correction de l'oiseau de feu. Mais avant tout ça, je voulais déjà vous remercier parce que on vient à l'heure où j'enregistre, on a dépassé les 1000 écoutes sur ce podcast et je suis vraiment super contente. Donc merci à chacun et à chacune d'entre vous, c'est super cool. Évidemment, avant de commencer cet épisode, je vais vous parler du thé du jour. Je pense que j'en ai déjà parlé dans pas mal de podcasts, en tout cas d'épisodes précédents. Il s'agit du thé myrtille châtaigne de Daman Frères qui est parfait pour cette saison. C'est un thé assez rond, assez doudou, assez chaleureux. Évidemment, vous trouverez le lien dans les notes de cet épisode. Mais bon, comme je pense que ça va être un long épisode, j'ai noté tout ce dont je voulais parler et il va y avoir un paquet de choses. Donc dans cet épisode, je vais vous parler de ma procédure de correction dans l'oiseau de feu, donc mon manuscrit que je viens de terminer. D'ailleurs, ça c'est un truc que j'ai oublié de dire, mais oui, j'ai terminé mon manuscrit. Il y a encore 2-3 bricoles à faire dessus, mais en tout cas, le gros est fini et je me sens légère, vous ne savez pas à quel point. Donc alors, les corrections de l'oiseau de feu. Pour faire un petit disclaimer, j'ai déjà fait une vidéo à propos de mon processus de relecture et de correction. Vous pouvez la trouver sur YouTube. Elle date un petit peu là, de quelques années. C'est la façon dont j'ai procédé pour Versipéis. Et pour cette phase de correction-là, je vous renvoie aussi vers toute la série de vlogs où vous allez pouvoir me suivre vraiment mois après mois justement dans cette phase de relecture et correction, etc. parce que j'ai tout documenté tout ça. Ça a été à la fois un peu similaire, un peu différent, donc je vais vous expliquer en quoi justement j'ai changé un petit peu ma façon de faire. Donc concernant ce nouveau roman, l'oiseau de feu, ce que j'ai fait, c'est que j'ai terminé évidemment d'écrire le premier jet. Je l'ai terminé, je crois que c'était en novembre 2022, voilà. Et je l'ai laissé reposer en l'occurrence un mois. Donc j'ai commencé à relire l'oiseau de feu, donc c'était en décembre. Donc voilà, je l'ai laissé reposer un mois, ça m'a permis déjà de me reposer moi, ça m'a permis aussi de me laisser le temps au moins de le mettre en page pour pouvoir ensuite l'imprimer, parce que ça c'était important pour moi, c'est que j'aime imprimer mon manuscrit après l'avoir laissé reposer un petit peu pour pouvoir le lire dans un autre format que sur PC évidemment, et le lire dans un autre format ça aide à prendre du recul notamment au moment de la relecture et de la planification de la réécriture. Ce que je pourrais vous conseiller, c'est peut-être, moi j'ai pris qu'un mois, si vous avez l'occasion de le laisser reposer un peu plus longtemps, n'hésitez pas parce que plus vous allez l'oublier, plus vous allez avoir un regard neuf sur le roman quand vous allez le redécouvrir. Et ça à la limite, c'est vraiment le plus intéressant parce que vous avez, comme je vous disais, un œil neuf pour voir les choses peut-être avec une autre perspective. Donc moi ce que j'aime faire aussi quand je relis mon manuscrit, c'est que je dois prendre des notes, en sachant que en général je prends des notes pendant l'écriture du premier jet. En général je les prends directement dans Scrivener. Je sais qu'entre-temps j'ai découvert Notion, donc je me suis ouvert une page Notion pour rassembler toutes ces notes, puisqu'il y en avait un petit peu éparpillées partout. Au début, je sais pas si vous avez suivi, donc dans la vidéo je parlais de Evernote, dans laquelle je prenais justement ces notes pour la réécriture. J'ai laissé tomber Evernote depuis, parce que le logiciel, l'application prenait un tournant qui ne me plaisait pas du tout. Donc il a fallu que je rapatrie toutes mes notes quelque part, bref. Donc ce que je peux vous conseiller, c'est essayez de vous cantonner, peut-être de tout mettre au même endroit, en fait c'est plus simple. Si vous pouvez prendre des notes sur un carnet ou un ordi et puis qu'ensuite vous les rassemblez toutes sur ordi, faites comme bon vous semble, mais essayez de vous faciliter la tâche à ce moment-là parce que avoir des notes de partout c'est un peu chiant, je peux vous le dire, je peux vous le confirmer. Le but là au moment de relire le manuscrit, c'est donc de prendre des notes et surtout de ne pas corriger directement. Là, le but, c'est vraiment d'avoir une vision d'ensemble du roman et ensuite de se dire, ah bah tiens,
là peut-être au début ça va pas assez vite, ou alors ça marche vraiment pas. C'est vraiment quelque chose qu'en général, enfin moi je sais que pour moi dans l'oiseau de feu il y a des choses, notamment une de mes personnes principales, je sentais, c'est vraiment dans les guts que vous sentez ça fonctionnait pas. Ça, vous sentez quand tout roule, quand tout se coordonne correctement. Et moi en l'occurrence c'était pas le cas. Donc je me suis mise dans mes notes, retravailler tout l'arc du personnage numéro 2, etc. Et vous dire, bon, ça ce sera pour moi de plus tard, mais va falloir faire attention à ça. Et donc le but, c'est, comme je vous disais, d'avoir vraiment une vision d'ensemble du roman. J'ai voulu voir si j'avais bien distribué les indices, les informations, aussi tous les éléments du world building, en tout cas de manière subtile et pas en espèce de gros infodump. Ça, c'était important pour moi. Et donc ces notes-là, en général, j'essaye de les organiser. Alors, si vous vous reportez à ma vidéo dont je parlais juste au début, donc ma première vidéo sur la réécriture et donc la relecture, je vous disais que je prenais des notes avec 3 couleurs différentes pour pouvoir visualiser et pouvoir identifier très rapidement donc 3 catégories différentes. Donc il y avait le vert, c'était pour tout ce qui était d'ordre général, c'est-à-dire tout ce qui va changer vraiment dans tout le roman. Ensuite il y avait, avec le stylo violet, j'utilisais donc le violet pour noter les changements en fonction des personnages. Donc dès qu'il y a un personnage qui a quelque chose de changé par rapport à, je ne sais pas moi, son background, la façon dont elle réagit à telle ou telle scène, etc. ou à tel ou tel élément. Et ensuite il y a le rouge, donc le rouge que j'utilisais vraiment donc scène par scène, chapitre par chapitre, pour indiquer qu'est-ce qui n'allait pas dans tel ou tel chapitre, qu'est-ce qui n'allait pas dans telle ou telle scène. Et là je notais vraiment chapitre 1, ça faut changer, ça faut rajouter, ça voilà. Donc ça c'était vraiment la première façon dont j'ai pris mes notes. En tout cas dans Versipellis, mais aussi dans l'oiseau de feu. À partir de là, je sais que j'ai aussi voulu essayer de trouver une autre méthode, un truc qui peut-être me correspondait mieux, ou en tout cas qui me structurait un peu plus. Et je me suis intéressée à la formation de Cécile Duquesne sur les corrections, que je conseille évidemment, même si au final je l'ai suivie, mais je me suis rendu compte que je ne pouvais pas la suivre à 100%. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, il se trouve que donc Cécile Duquesne, au moment où elle veut prendre ses notes pendant la relecture de son manuscrit, elle répartit ses notes en fonction de 3 catégories, elle aussi, mais ce sont 3 autres catégories. Elle prend ses notes par rapport au personnage et à l'intrigue, par rapport à l'univers et à l'ambiance, et par rapport au style. Alors vous voyez, c'est légèrement différent, ça se recoupe, et en même temps, c'est plus spécifique à des catégories du roman. Je pense que c'est quelque chose que je vais implémenter peut-être pour les prochaines réécritures, peut-être avec ceci de différence, c'est qu'il faut vraiment noter chapitre par chapitre et scène par scène, parce que justement en tout cas moi c'est quelque chose que j'ai utilisé par la suite. Je vais vous expliquer comment. À partir de là, donc une fois que j'ai tout relu et que j'ai pris des notes, je fais ce qu'on appelle une plot grid. Donc c'est une grille d'intrigue. C'est le genre de truc qu'avait montré J.K. Rowling quand elle avait, je crois, écrit, c'était le 5e tome, j'ai un trou de mémoire, je sais plus comment il s'appelle, non c'est pas la Chambre des Secrets, non ça c'est le 2, n'importe quoi, l'Ordre du Phénix, voilà. L'Ordre du Phénix, en fait elle montrait comment elle avait fait une grille d'intrigue. Ça lui permettait en fait de voir comment elle distribuait les informations tout au long du roman et tout au long des chapitres. Donc moi c'est un petit peu ce que j'ai fait. Alors il y en a qui utilisent cette plot grid au moment du chapitrage avant le premier jet. Moi en l'occurrence ça m'aide plutôt à voir si mon roman est à peu près d'équerre après l'écriture du premier jet, ou ça en tout cas ça m'aide à remettre les choses dans l'ordre si vous voulez. Donc ce que j'ai fait, si vous voulez, je vais vous montrer dans les notes de cet épisode. Je vous encourage à aller voir les notes de cet épisode parce qu'il y aura pas mal de contenu. Je vais prendre des exemples, des screenshots de mes pages Notion, et notamment aussi la plot grid pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Mais en gros, si vous voulez, vous avez en ligne chacun des chapitres ou chacune des scènes. En tout cas, chacun des chapitres, c'est ce qui est encore mieux peut-être. Donc chacun des chapitres de votre roman, et vous avez en colonne, donc à la verticale, vous avez en fait chacun de vos fils d'intrigue. Donc toutes les choses que vous voulez suivre dans votre roman. En l'occurrence, moi par exemple, j'avais, je crois, 2 fils d'intrigue par personnage principal. Donc je suivais un peu les péripéties qui se passent dans leur famille, leur romance. Il y avait un fil que je suivais par rapport au complot, il y avait un fil où je suivais la disposition des indices, à quel moment je les dispersais, à quel moment il se passait ci, à quel moment le personnage trouvait ça, etc. Et il y avait aussi un fil d'intrigue où je suivais, comme c'est une uchronie mon roman, je suivais en fait à quel moment je donnais des indices
par rapport à l'Uchronie. Et ce qui est intéressant, c'est que ça vous donne l'occasion, vous pouvez le faire dans Excel, moi en l'occurrence je l'ai fait la première fois dans Excel et la deuxième fois dans Plotter, un autre logiciel, ça je vous en parlerai tout à l'heure, mais ça vous donne l'opportunité d'avoir vraiment une vue d'ensemble sur votre roman, et à ce moment-là, ça aide beaucoup aussi si vous avez du rechapitrage à faire, si vous avez besoin de redistribuer les choses, si vous vous rendez compte qu'à ce moment-là, en fait, il y a tout un trou dans votre roman où, je sais pas, il y a un personnage qui disparaît, ou vous pouvez vous en rendre compte là, par exemple, où ça fait longtemps que vous n'avez pas donné d'indices, ou ça fait longtemps que vous n'avez pas donné, il y a peut-être un chapitre où vous dites, ah bah là, ça pourrait être pas mal pour justement donner des indices sur l'univers, de donner un petit peu de grain à moudre pour donner un peu de corps à votre univers, ça peut aider. Donc moi, à ce moment-là, j'ai fait cette plot grid et ça m'a permis justement, comme je vous disais, d'avoir cette vision d'ensemble pour voir comment j'avais organisé les choses. Ici, ça a marché plutôt bien. À ce moment-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé ma page Notion pour préparer les corrections qui allaient suivre. Alors c'était une page assez générale où donc j'ai fait un peu la liste en fait des choses qu'il fallait que je fasse. C'est-à-dire que il fallait que je fasse une to-do list, c'est-à-dire là il faudrait que je revoie tel point de l'intrigue, il faut que je revoie tel arc narratif de tel personnage. Ça faut que je fasse attention. Voilà, j'ai fait aussi noter donc les points à faire attention dans l'univers, les points à faire attention par rapport au suspense, voir si ça s'articulait bien. Il fallait aussi que je revoie telle ou telle fiche perso parce que je sentais qu'il y avait quelque chose qui manquait ou qui n'était pas assez développé. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai aussi retranscrit toutes les notes pendant la relecture, chapitre par chapitre. C'est-à-dire que, comme je vous disais, pendant la relecture, là en l'occurrence, j'ai tout noté dans un petit carnet donc à la main, et il fallait que je regroupe ça avec les notes que j'avais prises pendant l'écriture. Donc c'était des notes que j'avais notées dans Scrivener. Et donc là, j'ai tout mis, toute cette retranscription, ça c'est dur à dire, de notes dans une page Notion. Et donc à ce moment-là, j'ai fait une V2 de la plot grid avec les éléments qui avaient changé, avec des chapitres, il allait falloir que je revoie complètement ce qui s'y passait. Il y a des chapitres qui ont complètement changé au niveau de la mise en scène ou même au niveau de ce qui s'y passe. Il y a des chapitres qui ont sauté, il y a des chapitres qui ont fusionné aussi, qui ont bougé. Faire une V2 de cette plot grid à ce moment-là, c'est très utile pour voir si tout fonctionne bien. Moi, en l'occurrence, par exemple, j'avais au début une alternance de personnages. Donc on a le personnage 1, puis le personnage 2, puis on revient au personnage 1, etc. jusqu'à peu près à un bon tiers du roman. Et voilà, c'était important pour moi de garder cette structure-là au début. Et donc avec les changements, je voulais voir si j'étais toujours bien dans le bon sens, si vous voulez. Donc ça, c'était la V2 de la plot grid qui m'a vraiment beaucoup servi. Alors par la suite, ce que j'ai fait, c'est que vous voyez toutes les notes que j'ai retranscrites, donc que j'ai rassemblées entre mes notes manuscrites et mes notes sur Scrivener. Ce que j'ai fait, c'est que dans Notion, j'ai créé une base de données où j'ai classé toutes ces notes, et c'était important de prendre du temps pour ça, parce que ça m'a permis ensuite de gagner du temps par la suite. Je vous explique, c'est que cette base de données, donc j'ai noté tous les changements que je voulais opérer, donc chapitre par chapitre, scène par scène, et j'ai tout noté. Donc vous savez, c'est les bases de données où vous avez dans Notion, donc c'est des tableaux en fait, et donc j'ai pour chacun des changements, chacune des choses que j'avais noté les axes thématiques, c'est-à-dire est-ce que ça concernait les persos ou l'intrigue, est-ce que ça concernait l'univers et l'ambiance, est-ce que ça concernait le style. Par exemple, si vous voyez un endroit où vous avez des tics de langage qui reviennent constamment, ça vous le notez, et vous le notez voilà à cet endroit-là. Dans tel chapitre, il faut absolument mettre à ce moment-là, enfin en tout cas moi c'est ce que j'ai fait, j'ai noté le chapitre dans lequel ça apparaissait, j'ai noté aussi l'importance de ce changement, la priorité, la priorité c'est peut-être pas forcément ce qu'il y avait de plus important. Je pense que ce qui était intéressant, c'est de noter justement les solutions que vous pouvez proposer. Par exemple, voilà, j'ai un personnage qui est pas assez ceci, qui est pas assez cela, donc vous vous dites dans ce chapitre-ci, je vais la montrer peut-être un peu plus intrépide, ou je vais la montrer un peu plus je sais pas moi, sensible, ou j'en sais rien, et vous notez qu'est-ce que vous pouvez proposer. Est-ce que c'est par exemple quelque chose que vous devez incrémenter dans plusieurs chapitres? Est-ce que vous devez complètement changer le chapitre ou la scène en question? Est-ce que vous devez complètement réécrire? Est-ce que vous devez juste rajouter des choses? Enfin, ce genre de choses, c'est à ce moment-là que vous notez. Alors, c'est une base de données qui, moi, dans mon cas, était super, super grande. Je pense que j'ai plus d'une 100 ou 150 entrées dans cette base de données. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement, comme j'ai noté, en fait, dans quel chapitre ça apparaissait, ça m'a permis ensuite, quand j'ai refait le chapitrage pour la V2, en fait, le G numéro 2, j'ai créé une autre base de données dans Notion, où j'ai refait donc chapitrage acte par acte et chapitre par chapitre.
Et quand j'ai créé donc chacun de ces chapitres-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait apparaître une vue filtrée de ce tableau de notes, de cette base de données avec toutes mes corrections. Et par exemple, je faisais en sorte de trier, de filtrer donc ce tableau-là. Par exemple, pour le chapitre 4, je demandais à filtrer pour ne voir que les choses du chapitre 4. Comme ça, j'avais uniquement ce qui concernait ce chapitre-là. Et je pouvais ne me focaliser que sur ces trucs-là, surtout quand vous avez une base de données où il y a plus de 100 ou 150 entrées, c'est juste impossible de retrouver ce qu'il faut changer, etc. Ce que j'avais fait aussi, c'est que, donc comme je vous disais, j'avais noté chapitre par chapitre, mais j'avais aussi noté des choses quand ça impactait l'intégralité du roman. En fait, j'avais noté chapitre 0, ce qui fait que donc pour chacun des chapitres, je faisais apparaître les notes qui concernaient uniquement, par exemple, le chapitre 4, si je prends l'exemple du chapitre 4, et aussi chapitre 0, comme ça je faisais apparaître les notes de tout ce que je devais faire attention sur l'entièreté du manuscrit. Et donc une fois que j'ai fait ça, alors ça a pris un petit peu de temps, mais je pense que c'était un peu un mal pour un bien, parce qu'une fois que j'avais paramétré tout ça, les corrections du G2 ont été assez faciles en fait. Je savais ce que je devais faire pour chacun des chapitres, et c'était beaucoup plus facile donc de travailler ensuite chapitre par chapitre. Donc là, cette deuxième partie, cette écriture de G2, ça m'a pris bien, je pense que ça a pris depuis le mois de janvier jusqu'au mois d'août, jusqu'au mois de juillet, pardon. Donc ça m'a pris bien facilement 6 mois pour corriger une première fois. En sachant que là, pendant que j'ai fait cette V2, j'ai quand même noté des choses qu'il allait falloir que je rechange, parce qu'il y avait encore des choses qui n'étaient pas encore correctes à mon goût. Et je me suis dit, ce sera peut-être quelque chose que je pourrais corriger pour la V3, pour le G3, donc au moment où j'allais récupérer les commentaires de la bêta lecture. Parce que après cette V2, ce que j'avais fait, c'est que j'ai envoyé aux bêta lecteurs. Alors, ça dépendait des bêta lecteurs au final, parce qu'il y en a certaines à qui j'ai envoyé tous les 4 chapitres. Il y en a certaines à qui j'ai envoyé plutôt acte par acte, donc je leur ai envoyé, si vous voulez, 3 fichiers. Et il y en a même certaines à la fin qui se sont manifestées à la fin, où je leur ai carrément envoyé le manuscrit en entier. Je vous renvoie aussi vers les épisodes de vlog où je parlais justement de mes difficultés par rapport à la bêta lecture, puisque pour moi la bêta lecture, elle a duré plusieurs mois, elle a duré même plus de 2 mois et demi, où j'ai attendu donc le retour des bêta lectrices. Et ça a été un peu compliqué. Ce que je pourrais vous dire, ce que je pourrais peut-être vous conseiller à ce niveau-là, c'est alors déjà, choisissez-les bien pour des raisons peut-être différentes les unes ou les autres. Essayez de vous assurer qu'elles ont le temps. Alors, c'est un petit peu compliqué parce que vous avez peut-être tendance à vouloir les multiplier, parce que les bêta-lecteurs et les bêta-lectrices font par définition ça sur leur temps libre. Donc forcément, elles ont une vie personnelle qui prend le dessus, ça c'est sûr. En plus, elles font ça de manière bénévole, vous pouvez pas forcément être trop exigeant, on va dire, mais en même temps vous avez quand même besoin de respecter votre deadline. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux essayer de leur donner une deadline, essayer d'être coulant, mais quand même pas trop, parce que vous avez, un manuscrit quand même à avancer, quoi. Faut savoir que certains vont lâcher l'affaire, que c'est pas grave, ça arrive, la vie fait que, des fois, à un moment, ils pensaient être capables de le faire, et puis en fait, non, vous pouvez rien y faire, donc c'est pas grave. Et ce que je pourrais vous conseiller, c'est de profiter de cette accalmie pour faire un break déjà, et aussi pour peut-être travailler sur un autre projet, commencer à mettre la machine en marche pour un autre projet, pour un autre roman futur. Ça, c'est toujours utile, et ça aide à lâcher prise justement sur le fait que vous attendez vos retours de bêta lecture. Donc une fois que j'ai eu quelques retours de bêta lecture, je me suis mise à retravailler le texte donc pour la V3, en sachant que la bêta lecture, en l'occurrence dans mon cas pour l'oiseau de feu, je l'avais pas donc en entier. J'ai eu des retours partiels, plutôt très positifs. Il y avait des choses qu'il fallait que je change quand même, qui allaient impacter tout le roman, mais j'avais aussi donc ces retours de bêta lecture, mais j'avais aussi les notes, que je vous disais, les notes que j'ai prises pendant la V2. Et là, c'est là où j'ai rencontré un petit moment pas d'inquiétude, mais je me suis demandé comment j'allais faire. C'est que, vous savez, je m'étais préparé une super base de données pour les corrections de la V1, etc. Et en fait, je me suis dit, mais comment je vais faire pour la V2, pour les notes de la V2? Parce que je voulais pas que ça se mélange avec les bases de données, la première base de données que j'avais écrite, que j'avais créée, mais je voulais pas non plus, en fait, recommencer une autre base de données tout aussi compliquée. C'était un moment où je me suis demandé, mais comment je vais faire?
Est-ce que je recrée un nouveau chapitrage, mais ça allait casser vraiment toute mon organisation. Bref, vraiment, je me suis demandé si je faisais ça dans Notion ou autre part, enfin bref. Et ce que j'ai trouvé comme solution, c'est que, comme je vous disais, entre-temps, j'ai découvert Plotter, qui est un petit logiciel qui marche aussi sur plusieurs plateformes, sur iPad, sur PC. Vous pouvez à la fois en fait installer le logiciel sur votre ordinateur, mais vous pouvez aussi accéder à une version via web en fait. Et ça, c'est assez pratique. Et en fait, Plotter est assez souple et versatile. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Il est versatile pour pouvoir. Alors, normalement, il sert en fait à créer et à suivre les intrigues dans votre roman. Et là, en l'occurrence, ce que j'ai fait, c'est que la plot grid que j'avais faite, donc notamment la V2 que j'avais faite pour la nouvelle version du roman, je l'ai retranscrite dans Plotter. C'est-à-dire que c'est exactement le même principe. En fait, c'est le principe de la plot grid quand j'y pense. C'est que vous avez un fil d'intrigue et que vous allez décrire par exemple chapitre par chapitre que vous mettez dans votre fil. Mais ce fil d'intrigue, ça peut être un fil d'intrigue, mais ça peut être par exemple une ligne pour les corrections. C'est ce que j'ai fait. C'est que en fait, au lieu d'avoir une ligne d'intrigue, par exemple comme la romance entre tel et tel personnage, et je me suis mise une ligne pour les corrections, et comme j'avais donc ça c'était en l'occurrence la dernière version de la plot grid, je me suis dit bon voilà, chapitre 1, je vais changer ça, et puis vous pouvez en mettre plusieurs en grappe si vous voulez. Si vous avez plusieurs choses à changer, vous pouvez justement mettre plusieurs changements dans le même chapitre ou dans la même scène. Et ça m'a aidé parce que vu que c'était décorrélé, si vous voulez, de ma page Notion avec toute la base de données des premiers changements, des premières corrections. Donc ça m'a vraiment aidé à me concentrer sur les corrections pour le G3, pour la V3. Et je me demande si par la suite, je sais pas, je dis ça, mais je verrai peut-être au moment où je travaillerai sur sur le prochain projet, sur le prochain roman, comment est-ce que je refais pareil en fait? Est-ce que je fais une première passe en utilisant Notion et la fameuse base de données dont je vous parlais, et ensuite utiliser Plotter pour la suite? Enfin, je sais pas, je verrai à ce moment-là ce qui me paraîtra le plus utile. Ce que je voudrais peut-être ajouter, c'est que je vous avais parlé de la méthode que Cécile Duquesne préconisait dans sa masterclass, donc avec ces 3 catégories, donc les persos, intrigues, univers et ambiance et style. Et elle, ce qu'elle conseillait, c'était justement en fait de faire notamment 3 passes, donc une passe sur tout le roman où vous allez corriger tout ce qui est perso et intrigue, et ensuite une autre passe pour corriger tout ce qui est univers et ambiance, et enfin une 3e passe pour corriger tout ce qui est style. Au début, j'ai essayé de faire ça et je me suis rendu compte que j'y arrivais pas du tout. C'était pas du tout instinctif pour moi. Et bon, c'est toujours le cas où en fait, vous testez des méthodes, vous prenez ce qui vous va et vous ne prenez pas ce qui ne vous va pas, et c'est pas grave quoi. Et moi, en l'occurrence, ce qui m'allait le mieux, c'était de travailler perso, intrigue, univers et ambiance ensemble, de vraiment travailler ça, donc chapitre par chapitre, élément par élément, et de vraiment garder le style pour la fin. Évidemment, le style vaut mieux de toute façon le travailler pour la fin. Et c'est peut-être ce que je suis en train de faire, puisque c'est la V4 que je suis en train de faire, c'est-à-dire que je suis en train de repasser maintenant, une fois que donc toute cette passe de correction est terminée, je suis en train de repasser tout le manuscrit dans Antidote, qui m'aide à revoir le style et à, par exemple, à avoir toutes les répétitions, etc. En sachant que, en toute honnêteté, ce que je pourrais vous conseiller, c'est déjà peut-être pendant la relecture de repérer quels sont notamment vos tics de langage. Si vous voyez que vos persos ils haussent les épaules ou ils ouvrent les yeux, enfin ils ont des regards, etc. Enfin des choses qui reviennent vraiment beaucoup trop souvent, vous pouvez le noter à ce moment-là pour pouvoir en fait directement le modifier dans votre première passe de correction et utiliser cette dernière passe, donc là en l'occurrence moi la V4, pour le style, pour les dernières erreurs d'orthographe, les fautes d'orthographe, pour les tournures de phrases, pour tout ce qui est les répétitions aussi par exemple, ou les voix passives, enfin vraiment ce genre de choses, vous pouvez vraiment vous concentrer là-dessus à la fin. Donc c'est comme ça que j'ai fait en tout cas la réécriture, la relecture et surtout les réécritures, les corrections de l'Oiseau de Feu. Maintenant je suis quasiment prête à l'envoyer, à le soumettre à des maisons d'édition, et ça je pense que ça fera l'objet d'un prochain épisode. Alors pas tout de suite parce que je l'ai pas encore envoyé, mais en tout cas je pense qu'une fois que je l'aurai envoyé à peut-être 3, 4, 5 maisons d'édition, je pourrais vous en parler à ce moment-là, et on pourra parler notamment du dossier de soumission, qui est un élément super important et qui est aussi peut-être très important, notamment de travailler le synopsis. Ça peut être justement un truc très intéressant quand vous avez envoyé à vos bêta lecteurs, commencez à plancher sur votre synopsis. Ça peut être sympa à ce moment-là.
Voilà, c'est ici que s'achève cet épisode. Alors c'est la deuxième fois que je l'enregistre et je pense que j'étais un peu moins, je partais moins dans tous les sens dans cette deuxième enregistrement. J'espère que ça vous aura plu. Encore une fois, je vous encourage à aller voir les notes de cet épisode. Ça vous renvoie vers mon article de blog où vous aurez toutes les images dont je vous parlais, tous les liens de toutes les vidéos dont je vous parle aussi. Mais comme ça, vous verrez un petit peu à quoi ça ressemble, parce que peut-être que là, comme ça, à l'audio, à l'oral, ça peut être peut-être un peu vague, on va dire. Donc peut-être qu'avec des images, ça vous donnera un petit peu plus, vous visualiserez un peu mieux ce que c'est. Voilà, là-dessus, je vous souhaite une très bonne année, encore une fois, et je vous dis à la prochaine dans un nouvel épisode. Des bisous, ciao ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous appréciez ce podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur mes réseaux ou 5 étoiles sur votre application de podcast préférée. Et si vous voulez engager une conversation, vous pouvez d'ores et déjà me trouver sur mes comptes personnels, Instagram, Twitter ou Twitch, sous le nom de Caudaléa, et sur le compte Instagram de ce podcast, Créativité, THE, ou tout sans accent, .podcast. Je vous dis à la semaine prochaine, et d'ici là, créez avec passion. Bye!